Bien, alors nous allons commencer. Bonjour et bienvenue. Avant de commencer, j'aimerais rappeler à notre public que nous offrons un service d'interprétation en français. Alors, pour accéder à l'interprétation en français, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône de globe au bas de votre écran. Vous pouvez aussi avoir accès aux sous-titres en anglais qui se trouvent aussi en bas de votre écran. Sachez que cela est réalisé par intelligence artificielle, donc les résultats ne sont pas forcément précis. Je suis Ariana Malioko et je suis coordonnatrice des communications à l'Alliance canadienne féministe pour l'action internationale, ou AFAI, créée après la 4e conférence mondiale sur les femmes à Beijing en 1995. L'Alliance se concentre sur les droits fondamentaux des femmes et l'avancement de l'égalité des femmes, notamment. Elle entament des travaux auprès de l'ONU. L'Alliance se situe à Ottawa et elle se trouve sur les territoires traditionnels non cédés de la nation algonquine-anishinaabe. Elle reconnaît à la fois sa responsabilité et son obligation au service des peuples du territoire traditionnel sur lequel nous travaillons, nous apprenons et nous vivons. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de 4 femmes formidables qui évoqueront l'assimilation forcée des femmes en vertu de la loi sur les Indiens. Nous sommes accompagnés de Mary Ebert, avocate constitutionnelle et défendresse des droits de l'homme, Pam Palmater, avocate Mi'kmaq, professeure et titulaire de la chaire de gouvernance autochtone à l'Université métropolitaine de Toronto, Sharon McIver, avocate professeure d'études autochtones à Nicola Valley Institute of Technology et avocate plaidante dans l'affaire McIver contre le Canada, et Joyce Green, professeure au département de politique et d'études internationales de l'Université de Regina. Ma collègue qui, qui m'accompagne donc partagera le temps de parole avec moi. Alors, notre discussion sera animée par une avocate de longue date et présidente des comités des droits de l'homme de l'Alliance, Sheila Day. Avant de lui céder la parole, j'aimerais remercier nos bailleurs de fonds qui ont rendu cet événement disponible. Et pour ceux d'entre vous qui vous joignent à nous, je rappelle une dernière fois que la transcription est disponible en anglais et que l'interprétation simultanée est également disponible. Pendant ce webinaire, vous pouvez aussi poser des questions à nos invités. Et si vous souhaitez poser des questions, surtout servez-vous de la fonction de question plutôt que la fonction de clavardage. C'est là que nous chercherons vos questions. Le webinaire sera également enregistré et affiché sur nos chaînes YouTube à la suite de cet événement. Sheila. Merci, Mariana. Merci à tout le monde d'être présent. Nous sommes vraiment emballés d'avoir ce webinaire. Vous savez, depuis de nombreuses années, l'Alliance travaille aux côtés des femmes des Premières Nations et de leurs organismes d'attache ainsi que leurs alliés pour mettre fin à la discrimination fondée sur le genre qui se trouve dans la loi sur les Indiens. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de présenter cette table ronde réunissant des femmes d'exception afin d'évoquer l'histoire et l'état actuel de la discrimination sexuelle dans la loi. Aujourd'hui, j'aimerais signaler une petite chose, c'est-à-dire que souvent vous entendrez le terme indien. Évidemment, nous préférons aujourd'hui Première Nation ou autochtone, mais le terme indien est un terme juridique qui se trouve dans la loi. Il s'agit du terme désigné pour les personnes reconnues comme Première Nation au Canada. C'est la raison pour laquelle nous utilisons. Depuis le début des années 70, le Canada a ratifié un nombre de traités internationaux sur les droits de la personne. Conformément aux droits établis dans ces traités, il existe une obligation à l'effet que le Canada s'engage et exhorte d'autres nations à respecter. Tous les traités qui examinent la conformité du Canada exhortent le Canada à éliminer la discrimination fondée sur le sexe qui se trouve dans la loi sur les Indiens. Or, en 2022, cela n'est toujours pas éliminé et les préjudices que cela a occasionnés ne sont pas non plus à indemniser, pas plus que à réparer. La discrimination de la loi sur les Indiens transgresse les droits des femmes autochtones en termes d'égalité et de jouissance de leur culture. Il est également important aussi de reconnaître la discrimination fondée sur le sexe à titre d'instrument d'assimilation forcée. La discrimination fondée sur le sexe se trouve dans la loi sur les Indiens et c'est un élément essentiel du génocide
décrit par l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Et c'est un élément du fondement du Canada. Nous savons que le Canada voulait éliminer l'Indien de l'enfant par l'entremise des pensionnats et des écoles pour les Indiens pendant la rafle des années 60. Ce que l'on comprend moins, c'est que la loi sur les Indiens est un des outils principaux visant aussi à éliminer l'Indien du Canada. En raison de définitions discriminatoires par rapport à qui a droit au statut, la loi a privé les Premières Nations de milliers de femmes et de leurs descendants, ce qui a réduit le bassin des Indiens reconnus par le gouvernement du Canada, c'est-à-dire ceux qui ont droit aux protections garanties par les traités. La discrimination fondée sur le sexe a pu endommager le cas des femmes et des Premières Nations. Plus de 50 ans de travail acharné ont permis de remporter de grandes victoires. Et c'est grâce à la pugnacité des femmes autochtones. En 2017, grâce à l'aide du Comité sénatorial sur les peuples autochtones, les femmes des Premières Nations ont obtenu une grande victoire. On a éliminé de la loi sur les Indiens la discrimination sexuelle fondamentale d'avant 1985. Cette modification est entrée en vigueur il y a 3 ans, le 15 août 2019, et on estime à l'heure actuelle qu'entre 270 000 et 670 000 femmes et leurs descendants ont nouvellement droit au statut grâce à cette modification. Ces chiffres montrent dans quelle mesure un outil d'assimilation forcée de discrimination sexuelle peut être efficace, car il y a un peu plus d'1 million d'Indiens inscrits au Canada à l'heure actuelle. C'est la bonne nouvelle. Cette modification a été remportée. La mauvaise nouvelle à présent, c'est que 3 ans après cette modification, la majorité de ces femmes et de leurs descendants ne sont toujours pas inscrits. Elles doivent d'abord s'inscrire pour bénéficier de ce droit et pour obtenir leur statut d'Indien pour elles et pour leurs enfants. La majorité d'entre elles ne sont toujours pas inscrites. Le gouvernement répète à qui mieux mieux qu'il cherche ne plus s'occuper de l'inscription des Indiens. Cependant, il est clair que si le gouvernement se soustrait à l'inscription des Indiens avant de redonner aux femmes et à leurs descendants leur statut légitime et leur appartenance à leur communauté, il enracinera la discrimination. Ce n'est pas la voie de la réconciliation. Nous travaillons à avancer dans cette voie de la réconciliation et nous savons que la vérité en est l'étape fondamentale. À l'heure actuelle, nous espérons répondre aux questions suivantes. Comment la discrimination fondée sur le sexe dans la loi sur les Indiens a-t-elle été opérante? Qu'ont fait les femmes des Premières Nations pour contester cette discrimination? Où en sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi est-il important de qualifier la discrimination sexuelle à titre d'instrument d'assimilation forcée? Pourquoi le statut d'Indien est-il important? Pourquoi ne pas se débarrasser carrément de la loi sur les Indiens dès aujourd'hui? Pourquoi le gouvernement du Canada est-il si lent et si réticent à éliminer la discrimination fondée sur le sexe? Et enfin, que peut-on faire? Alors, ces choses étant dites, je souhaite céder la parole à Pamela Palmater, notre première intervenante. Maître Palmater, excusez-moi, je crois que nous avons oublié de présenter Sheila. Sheila est une ardente défendresse des droits de la personne et ce depuis longue date et c'est une de nos meilleures alliées en droits de la personne. Alors, merci infiniment, Sheila, pour tout le travail que vous faites pour nous aider et Tasia aussi. Alors, je suis, moi, d'une Première Nation dans le territoire Mi'kmaq, mais aujourd'hui, je vous proviens du territoire des Mississauga de Scugog. Je ne parle pas leur nom, mais nous partageons souvent les mêmes points de vue. Par ailleurs, je pense qu'il est important de noter que bien que demain soit le jour du souvenir, le 8 novembre était la journée des anciens combattants autochtones. Il est important de reconnaître ce qui se produit autour de nous dans ces journées. Vous savez, je suis admirative des femmes de ce panel. Alors, je pense qu'il faut approfondir les questions d'entrée. On pose souvent la question pourquoi? Pourquoi cela se produit-il? Eh bien, simplement dit, ça n'a
aucun sens logique dans le contexte d'un gouvernement, d'un premier ministre qui dit qu'il n'y a aucun lien qui soit le plus important, qu'une relation qui soit plus importante que celle avec les Autochtones. Il s'agit d'une relation d'égal à égal, de nation à nation, leur respect des droits, pas seulement ce gouvernement, mais tous les gouvernements. Donc la question devient pourquoi? Cela devient très difficile à comprendre et comment le gouvernement peut-il prétendre que le gouvernement a été créé à partir de ces liens formidables entre les Indiens ou les autochtones et les gouvernements coloniaux. Des gens ont dit qu'il s'agit de l'inévitable fracas de culture qui se rencontrent, ou alors peut-être que d'autres personnes ne nous aimaient pas, ou inversement, peut-être que on doit accepter ce que disent d'anciens ministres qui nous disent on avait de bonnes intentions, on ne pensait pas que cela se produirait. C'est un écueil. Mais en dépit de ce que nous disent les manuels d'histoire et ce que disent les politiques, il ne s'agit pas d'un choc culturel. C'est la raison pour laquelle tâcher de résoudre cette difficulté avec une formation sur la sensibilité culturelle elle sera toujours insuffisante car le problème, c'est le génocide, le racisme, la misogynie et ce pour des fins très précises. Il ne s'agissait pas d'une question d'aimer notre culture ou non. Alors, histoire de comprendre quel est l'impact de cette culture aujourd'hui, il faut comprendre que toute notre relation entre les Premières Nations du Canada et même les provinces et le gouvernement du Canada est fondée sur cette politique indienne draconienne et désuète. Ça n'a toujours eu que deux objectifs, obtenir le territoire des peuples autochtones ainsi que les réseaux commerciaux et aussi réduire la charge des obligations approuvées par l'entremise de traités ou de création de réserves. Alors, par l'entremise de ces deux objectifs, il n'y avait que deux méthodes. D'une part, l'élimination. Alors, physiquement, éliminer les Indiens et deux, l'assimilation forcée. L'élimination, on en parle peu, mais à quoi cela ressemble-t-il? Ou l'élimination, c'est-à-dire que on mettait à prix la tête des Mi'kmaq, par exemple, les gens d'où je viens. Entre autres, l'assimilation forcée des femmes, des filles même de 10-11 ans, des politiques visant à éliminer les gens par la faim et la mort des enfants. L'assimilation, quant à elle, ressemblait plutôt à cette idée qu'il fallait renoncer à son statut d'Indien pour aller travailler, il fallait renoncer à ce statut pour obtenir une instruction. L'assimilation forcée des Indiens par l'entremise de la loi sur les Indiens, la raison pour laquelle nous en parlons aujourd'hui. Car si on suit la formule de la loi, c'est la loi de la disparition de l'Indien, on peut calculer l'extinction de tous les peuples autochtones de ce pays. C'est une chose qu'on évoque très peu. On ne peut pas, d'une part, prétendre qu'on veut se préserver de la disparition et prétendre qu'on travaille sur la base d'une nation lorsqu'on oblige l'assimilation, pas seulement par l'entremise de la loi sur les Indiens, mais également par l'entremise des pensionnats, qu'ils soient des pensionnats ou encore des écoles de jour. Le Canada a continué cette mission d'élimination ou d'assimilation des peuples autochtones. Il n'a jamais été question de culture. Il a toujours été question de l'élimination du problème autochtone. Ce sont les mots, les paroles des gouvernements. Il s'agit toujours de la solution finale au problème indien. Où a-t-on entendu ça dans le passé? Eh bien, ce sont les paroles des gouvernements. Et par ailleurs, on a ciblé les femmes et les filles autochtones. On a voulu les séparer entièrement de leur communauté. C'est écrit noir sur blanc dans les documents du gouvernement. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, voici la réponse à cette question qui brûle toutes les lèvres. Les Indiens barraient le chemin au pouvoir omniprésent qui permettrait de s'arroger toutes les richesses de ce territoire. Cela signifie donc éliminer les Indiens par tous les moyens possibles. Et on sait aujourd'hui que ces moyens, collectivement, représentent un génocide. Rappelez-vous qu'avant la Convention sur les génocides, il y avait une reconnaissance internationale de ce genre de gestes qui était perçu comme un génocide. Mais la Convention sur la prévention des génocides a un peu changé les choses et aujourd'hui, nous savons et c'est un argument imparable que le Canada s'est adonné à un génocide historique et courant. C'est-à-dire que sur le plan historique, on peut peut-être l'accepter car on se sent un peu distant de l'histoire. Mais c'est le génocide en cours, par exemple, la formule de disparition des Indiens dans la loi sur les Indiens qui
laisse les gens pantois. Que disent les politiciens par rapport à ce qu'ils font, les arguments qu'ils présentent devant les tribunaux? On sait que le Canada est coupable de génocide. La Commission sur les femmes et les filles disparues et assassinées en dit autant. Alors, on ne peut pas être trouvé coupable de génocide sans intention. Il n'y a pas de génocide accidentel. Il faut, à dessein, vouloir détruire ce groupe en entier ou en partie. C'est ce que dit la loi. Donc, il s'agit d'une intention. Et quand on y pense, non pas sur le plan historique, mais il s'agit d'un génocide en cours. Le gouvernement cherche à nous éliminer. Alors, que s'est-il passé après l'enquête nationale? Le premier ministre a accepté la constatation de génocide et ensuite est passé à son prochain rendez-vous. Comme si on pouvait dire, bon, j'accepte cette constatation de génocide, je vais ensuite prendre un appel et ne pas agir. Par la suite, nous nous sommes embourbés dans un débat sur le génocide, prétendant que l'Holocauste était le seul génocide. Non, je ne prétends pas que l'Holocauste n'est pas terrible, mais ça n'est pas le seul génocide. Le génocide peut se produire dans diverses zones géographiques et dans divers horizons temporels. Et on sait, de par la seule définition du génocide, qu'il faut avoir l'intention de détruire un groupe, dans ce cas-ci, les Indiens, en les détruisant en tout ou en partie. Donc, non, il n'est pas nécessaire d'éliminer tous les Indiens pour que ce soit un génocide. Cela n'exige pas de tuer les gens, mais cela peut l'inclure. Alors, que le Canada soit trouvé coupable de génocide, cela signifie que le Canada a dû faire une chose parmi cinq: tuer des personnes autochtones, ce qui a été fait, occasionner des préjudices graves pour détruire le groupe, et là, je pense qu'on peut dire que le Canada l'a fait également, créer les conditions d'une vie difficile, comme l'absence d'accès à une eau potable, absence de logement qui mènerait aux destructions de groupe. Ensuite, stérilisation forcée ou prévention des naissances dans ce groupe. Et évidemment, ce qu'il ne faut pas oublier, le transfert forcé des enfants en masse des femmes autochtones vers les communautés non autochtones. Le Canada devait être coupable d'une seule de ces choses pour être trouvé coupable. Et le Canada est coupable des 5. Et que ce soit prétendument un acte délibéré ou une conspiration de génocide, l'incitation à commettre un génocide, la tentative ou la complicité, ça n'a aucune importance. Cela couvre tous les gestes faits par le gouvernement du Canada. Assimilation forcée, stérilisation forcée, cela se produit toujours aujourd'hui. Il y a toujours une stérilisation forcée. Il y a toujours des vols d'enfants. Et il y a toujours l'élimination des femmes autochtones et des descendants de la loi des Indiens en les empêchant de devenir indiens inscrits, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas appartenir à leur communauté. Alors, euh, cela se poursuit aujourd'hui et c'est un des moyens les plus efficaces de parvenir à une assimilation, car on ne parle pas seulement de 10 000 femmes autochtones, et ce serait déjà grave. On parle de centaines de milliers de femmes autochtones et de leurs descendants qui ont été exclus sans raison, qui n'ont pas eu la reconnaissance de la personne qu'elles sont et qui n'ont pas eu ce lien d'appartenance avec leur communauté, à qui on a refusé les droits garantis par les traités et qui sont l'objet de violences. On sait qu'une des causes profondes du génocide contre les femmes autochtones et les filles autochtones est la discrimination sexuelle qui se trouve dans la loi sur les Indiens. Nous sommes traités, femmes autochtones, comme si nous n'étions pas égales. Nous n'avons pas accès aux mêmes protections des droits de l'homme ou toutes les autres protections. Cela a un impact considérable sur nous tous. Alors pensez aux centaines de milliers de personnes qui sont exclues, au fait que cela fait de nos communautés autochtones encore plus petites et plus faciles à contrôler. Même chose pour nos nations dont la taille diminue sans arrêt. Les gens pourraient se dire, bon, on n'a plus qu'à se débarrasser de la loi sur les Indiens, ou ça n'a pas vraiment d'importance qu'il n'y ait pas de reconnaissance juridique, et on aimerait que ce soit le cas. Mais avec la loi dans sa forme actuelle, s'il n'y a plus d'Indiens reconnus au titre de la loi sur les Indiens, et d'ailleurs, une date de prolongation pour toutes les Premières Nations de ce pays. Qu'est-ce que cela signifie pour les bandes indiennes de la loi indienne? Eh bien, il n'y a plus d'existence de ces bandes. Quelles sont les répercussions juridiques de ne pas avoir de bandes reconnues? Eh bien, tous vos territoires, toutes vos ressources, tous vos droits garantis par les traités, tout l'argent que vous recevez en vertu de la loi sur les Indiens, tout cela est déchiré. Tout cela est rendu à la couronne. Et dans la majorité des cas,
cette couronne sera peut-être une province, mais ça n'a aucune importance. Et il y a un enjeu politique et économique ainsi que de pouvoir qui fait en sorte que l'on cherche à se débarrasser du problème des Indiens. N'écoutez rien de ce que vous disent les politiques. Vous n'avez qu'à entrer dans n'importe quel cours de ce pays ou aux Nations Unies pour entendre les avocats et les fonctionnaires de Justice Canada qui défendent vigoureusement la formule de la disparition de l'Indien et qui prétendent qu'il est dans notre intérêt d'être ciblé à titre d'exclusion comme femme. Alors nous voici aujourd'hui, il n'y a toujours aucune reddition de compte. Et pour tourner le fer dans la plaie, si on rajoute la discrimination sexuelle, les génocides et l'échec des mesures correctives, des réparations, dans toutes ces lois, dans toutes les modifications à la loi, le processus d'inscription, etc., tout cela comprend une clause de non-responsabilité. C'est-à-dire que le gouvernement dit on le faisait de toute bonne foi, donc on ne peut pas être tenu responsable de l'application du génocide. Ce qui, en l'espèce, signifie que le gouvernement s'enrichit ou profite du génocide, mais que tout l'argent que le gouvernement prétend épargner en ne reconnaissant pas les droits des Autochtones, que cela est immoral, que c'est illégal et qu'il est temps de s'y attaquer. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce webinaire. C'est beaucoup plus urgent que vous ne le croyez. Et cela a même un impact sur les enfants, en ce sens que il y a des enfants qui sont dans des familles d'accueil ou dans d'autres nations, des Premières Nations, qui sont exclus de la loi. Il est temps que cela s'arrête. Et le meilleur moyen d'y mettre un terme, c'est de vous renseigner. Vous devez vous renseigner pour forcer le gouvernement à mettre un terme à cette politique. Merci, Pam, pour ces propos formidables et pourtant durs à entendre. Je cède à présent la parole à Mary Eberts, qui parlera de la loi sur les Indiens et sur son application. Là, vous êtes en sourdine, Mary? Oui, j'étais en sourdine pour que l'on n'entende pas mon chien aboyer. Alors, la loi sur les Indiens a été adoptée très peu de temps après la Confédération en 1876 et il existe depuis à titre d'instrument pour le contrôle des personnes qui y sont assujetties, c'est-à-dire toutes les personnes déclarées indiennes par les gouvernements, quoi qu'ils appartiennent à des communautés très différentes, contrôler et éventuellement faire disparaître. Avant le contact, les populations autochtones habitaient le territoire que l'on appelle aujourd'hui le Canada, chacun ayant un territoire, un mode d'organisation, une langue, une religion et des membres en plus d'une vie familiale ordonnée. Les colons n'ont reconnu aucune de ces structures. Par ailleurs, l'achat de territoire ou les traités constituent un papier dans le cadre duquel les colons deviennent propriétaires des territoires occupés par les peuples autochtones. Là où il y avait des traités, ils étaient administrés par la loi sur les Indiens. La loi dominait tant les Autochtones que Harold Cardinal, auteur et militant, a dit que les dirigeants autochtones craignaient que les droits garantis par les traités seraient perdus si la loi sur les Indiens était déclarée nulle et non avenue en raison de cette discrimination contre les femmes. Il a évoqué cela pour expliquer pourquoi le National Indian Brotherhood s'était présenté devant la Cour du Canada pour contester l'élimination de cette discrimination contre les femmes. La loi sur les Indiens est donc un des instruments accompagné de traités et d'achats de territoire qui a permis de mettre en œuvre les volontés du Canada de s'arroger le pouvoir et d'éliminer la culture et la langue, ce que la juge McLaughlin a appelé un génocide culturel. La loi sur l'Indien allait encore plus loin. La loi sur les Indiens allait encore plus loin. Et c'est là où on arrive au véritable génocide, celui évoqué par Patricia. Le Canada, à titre d'État colon, aspirait à contrôler tout le territoire autrefois occupé par les populations autochtones. Pour le réaliser sur le long terme, il était nécessaire
de rendre les occupants autochtones faibles et les faire disparaître. C'était à l'époque des lois européennes qui guidaient ces travaux et les peuples autochtones du Canada devaient être éliminés dans le cadre du projet de colonialisme. Si on ne pouvait pas les éliminer par la mort, par la maladie, la faim ou d'autres méthodes évoquées par Patricia, on les transformait en personnes qui ne méritaient pas la reconnaissance. Le schéma mis en place par le Canada se trouve dans la loi sur les Indiens. Une catégorie d'Indiens est créée par la loi et les conditions sont établies qui permettent à des groupes de s'inscrire à titre d'Indiens. Le gouvernement a établi le système d'inscription pour l'administration des dispositions de la loi. Quelle que soit la situation de la personne dans sa communauté d'origine, si elle n'était pas inscrite comme Indien en vertu de la loi sur les Indiens, cette personne ne serait pas reconnue par le Canada comme ayant tout droit au titre de la loi et de manière plus importante en vertu des traités qui avaient été signés avec les nations. L'intention globale et la méthodologie globale de la loi sur les Indiens visait à garantir qu'au fil du temps, tous les Indiens disparaîtraient. La recherche actuelle confirme que cela se produit. Beaucoup de bandes de Premières Nations n'ont plus qu'une à 4 générations d'habitants, toujours dans leur territoire. Dans le passé, le gouvernement prétendait que ce processus d'assimilation était la civilisation des peuples autochtones, c'est-à-dire une forme d'assimilation, dit autrement. La première tentative du gouvernement voulant assimiler les Autochtones était l'émancipation. Dans le cadre de ce schéma, selon certaines caractéristiques, on pouvait se débarrasser de son statut d'Indien pour acheter un territoire qui éventuellement serait cédé aux enfants. Et éventuellement, d'ailleurs, éventuellement, ils avaient droit au vote. Un homme émancipé pouvait aussi faire émanciper leurs femmes et leurs enfants. Les hommes n'étaient pas très intéressés. Très peu l'ont fait avant son élimination en 1985. Malgré que le Canada se soit servi de l'émancipation obligatoire dans certaines périodes, le total des personnes émancipées était tout petit dans l'ensemble. Le Canada a donc entrepris des mesures qui privilégiaient les hommes au 19e siècle lorsque ces mesures ont été mises en œuvre, mais cela a duré jusqu'à maintenant. En vertu de la loi sur les Indiens, à l'époque, seul un homme ayant un statut pouvait donner le statut à ses enfants. Il pouvait aussi donner le statut à sa femme si elle ne l'avait pas. Si une femme avait été inscrite et qu'elle était avec un homme qui n'était pas inscrit, mais qu'il était complètement autochtone, elle perdait son statut en vertu de la loi. Et le couple ne pouvait transférer le statut à leurs enfants. De cette façon, les femmes et leurs enfants ont été assimilés dans la société canadienne. Les hommes et les femmes sans statut ne pouvaient pas se rendre aux réserves pour visiter les membres de leur famille. Ils étaient éloignés de leur culture, de leur famille et de leur société. La seule opportunité pour une femme, en vertu de l'ancien système, c'était lorsqu'une femme seule avait un enfant à l'extérieur du mariage. Si elle arrivait à prouver que, si quelqu'un pouvait prouver que son enfant avait été enfanté par quelqu'un qui n'avait pas son statut, eh bien, l'enfant perdait son statut. Le système a perduré jusqu'en 1985. Le projet de loi 31 a été adopté qui demandait qui exigeait d'avoir 2 parents ayant le statut pour que l'enfant puisse recevoir un statut. Ensuite, si les 2 parents n'avaient pas le statut, l'enfant ne pouvait obtenir son statut. La législation aurait pu égaliser la position des hommes et des femmes en fournissant le statut aux femmes et aux hommes et en leur permettant de passer le statut à leurs enfants. Cependant, ils ont choisi d'imposer la règle aux 2 parents qui était plus rigide que celle qui s'appliquait précédemment aux hommes. Cela, dans
cela s'appelle l'égalité avec une vengeance. Ceci a éliminé la possibilité des femmes de donner un statut à leur enfant si l'homme n'était pas connu, si le père n'était pas connu. La nouvelle règle a rendu plus difficile pour les femmes de conférer leur statut que pour les hommes. Il est plus facile d'établir qui est la mère d'un enfant que qui en est le père. Il est plus facile pour un père de retenir son consentement de vouloir être inscrit comme parent. De cette façon, l'homme maintient son contrôle sur le succès du processus d'inscription. Pas autant de contrôle qu'en vertu des règles précédentes, mais c'est quand même un certain niveau de contrôle assez important. Les modifications de 1985 n'ont pas fait en sorte que l'ascendance soit placée sous la lignée de la mère comme elle était sous la lignée du père. Sharon McIver a lancé un défi qui a réussi auprès de la Cour de la Colombie-Britannique et inversé la règle et établi l'égalité pour la lignée de la femme. C'était vraiment quelque chose de nouveau. Mais en appel, la victoire a été rétrécie à un point technique. Elle a passé les dernières années à contester ce résultat en vertu des lois internationales. Le projet de loi C3 a été adopté après l'affaire de Sharon pour aborder ce point technique identifié par la Cour d'appel. Le statut est accordé aux enfants de femmes qui ont reçu leur statut de par la loi du projet de loi C31. La Cour supérieure du Québec a critiqué la pratique fédérale de corriger la loi sur les Indiens un élément à la fois pour répondre aux décisions judiciaires qui invalidaient une certaine disposition. Cette approche est montrée dans plusieurs affaires qui ont été présentées devant les tribunaux. Certaines affaires ont été présentées en vertu de la loi sur les droits de la personne qui permet de contester la discrimination en vertu du sexe. Ce sont des causes qui traitent des inégalités en raison liées aux modifications apportées à la loi. À la suite de l'affaire Desjardins-Gale, le Canada a adopté le projet de loi S3 qui visait initialement à aborder les dispositions qui avaient été invalidées par la cause Gale. Il a été transformé en raison des pressions politiques, des pressions du public et des pressions du sénateur Billiam Dick qui voulait quelque chose de plus complet et qui abordait les inégalités dans la législation jusqu'à avant 1951 et qui voulait accorder le plein statut selon la section 6.1a de la loi. Les gens qui étaient en faveur d'une loi, les gens étaient en faveur de cette adoption. Alors, où en sommes-nous maintenant? Le Canada, à nouveau, est en train de déposer un projet de loi pour adresser deux inégalités qui n'étaient pas abordées par le projet de loi S3, malgré sa portée assez large. L'un est l'émancipation des femmes et des enfants, d'hommes qui ont été émancipés. Et ensuite, c'est la deuxième disposition de longue date que lorsqu'une femme marie quelqu'un qui a un statut différent qui provient d'une bande différente de la sienne, elle doit être déplacée à la bande de son mari. Il y a aussi une disposition qui indique qu'un enfant d'un seul parent ayant le statut ne peut pas passer son statut à son propre enfant. Les hommes peuvent refuser de consentir à être nommés comme parents et ceci condamne l'enfant à son destin de C6.2. En cas d'inceste, le fait de nommer le père causerait des problèmes à vie. Le meilleur remède pour cette situation, c'est d'établir que la mère ou le père peut donner son statut à son enfant. Cela remplacerait la règle des deux parents par une règle de un parent. L'autre problème, c'est le fait qu'il y a une interdiction de réparation auprès des femmes et des enfants qui ont fait l'objet de discrimination. Ceci ne passe plus.
Le Canada a déjà accordé plusieurs réparations pour des violations des droits associés au colonialisme. Le massacre des chiens, les pensionnats, les externats, la rafle des années 60, les inéquités liées aux droits des enfants, l'eau qui n'est pas potable. Il y a eu tellement de discrimination dans la loi sur les Indiens. Il y a eu des personnes qui ont été exilées de leur communauté. Il y a eu de la pauvreté. C'est une violation de la charte et il doit y avoir des réparations. Enfin, il y a un besoin pressant d'un processus d'inscription. Les gens ne connaissent pas les changements qui sont apportés à la loi qui pourraient leur bénéficier. Alors, ils ne font pas de demande de changement de statut. Même s'ils le font, la demande peut prendre plus de 3 ans à être traitée. Les personnes plus âgées ne peuvent pas se permettre cette durée. On ne peut pas non plus tolérer l'incertitude et l'élimination des avantages dans le cadre de ce processus. Avec cet aperçu de la loi sur les Indiens, on peut voir que la politique d'assimilation se poursuit, mais aussi qu'elle continue à être rafraîchie par le gouvernement fédéral. Et le gouvernement est très réticent de changer toute partie de la législation jusqu'à ce qu'un tribunal l'exige. Et cela, à l'époque de la Charte des droits et des libertés et d'autres obligations internationales, ça ne passe pas du tout. Merci, Mary, pour cette description des complications de la loi sur les Indiens, de la discrimination basée sur le sexe et de son impact au cours des décennies. C'est l'une des législations que le Canada a et qui a continué d'être modifiée, qui a pu améliorer certaines choses, mais qui a empiré d'autres choses. Alors, je vais maintenant céder la parole à Sharon McIver, qui est l'une des défenseurs principales en matière du travail à faire pour se débarrasser de la discrimination axée sur la sexualité, sur le sexe, pardon, dans la loi sur les Indiens. Sa détermination et sa persévérance sont vraiment ce qui jette les fondements pour des milliers de femmes autochtones, des milliers de femmes des Premières Nations et leurs descendants. Grâce à elle et à son militantisme, des milliers de femmes et d'enfants ont pu obtenir leur statut. Alors, Sharon, à vous la parole. Merci, Sheila. Je veux dire que la législation est dévastatrice pour nous, les femmes autochtones. À la naissance, lorsque je suis née, la définition de personne dans la loi sur les Indiens était toute personne autre qu'un Indien. Et la définition d'Indien dans cette loi, c'était un homme dont les enfants et la femme, c'était un homme qui avait des enfants et une femme. Alors, quand je suis née, je n'étais ni une personne légale, ni une Indienne de mon propre droit. J'étais indienne en raison de mon parentage. Alors, lorsque j'ai commencé, je n'avais rien qui me reconnaissait comme femme dans la loi sur les Indiens. Et il y a beaucoup d'autres éléments dans cette loi. La bataille dure depuis longtemps. Il y avait des cas, des causes. Par exemple, Mary Lac Surley était l'une des femmes qui a été très vocale et qui a travaillé pour essayer de recevoir à nouveau son statut. Elle a fait du travail magnifique. Elle est un modèle pour les autres d'entre nous qui ont suivi. Comme on l'a mentionné plus tôt, Jeannette Corbière-Leval et Yvonne Bédard ont aussi fait beaucoup de travail pour essayer de faire reconnaître leur statut devant les tribunaux canadiens qui ont refusé de reconnaître la discrimination. Alors, elles n'ont pas réussi dans leur démarche. Sandra Lovelace, qui a
présenté sa cause devant le Tribunal des droits de la personne des Nations unies, a reçu une décision positive de ce comité auprès des Nations unies, indiquant qu'elle avait perdu son statut et qu'elle ne pouvait pas retourner après l'échec de son mariage, était en violation de la Convention des Nations unies. Pour moi-même, ma cause a débuté ainsi. En 1985, le projet de loi C-31 a été adopté par le gouvernement fédéral. Et les gens, on a dit aux gens que ça se faisait par bonté. On reconnaissait les inégalités et on voulait changer les choses. Mais c'est un mensonge. Le 17 avril 1985, l'article 15 de la Charte des droits et libertés est entré en vigueur et c'était la section sur les droits à l'égalité. Alors, le gouvernement était obligé de faire des modifications parce qu'il était en violation de la discrimination fondée sur le sexe par rapport à la Charte des droits et libertés. Alors, le gouvernement a fait ces changements. Il l'a changé le 17 avril 1985, mais la loi n'a pas été déclarée en vigueur jusqu'au 28 juin 1985. Alors, le gouvernement traînait lorsqu'il s'agissait de faire ce qu'il avait à faire sans y être obligé. Il aurait pu le faire en 1982 lorsque la loi sur la Constitution a été adoptée. Alors, cela nous a obligés, en tant que femmes autochtones, à aller de l'avant. Et je sais que maintenant, aujourd'hui, nous n'avons pas encore parlé du fait que les hommes autochtones qui n'ont pas perdu leur statut et qui contrôlaient tout, ont décidé qu'ils ne voulaient pas les changements. Ainsi, lorsque Ginette Laval et Yvonne Bédard ont comparu devant les tribunaux, ces hommes étaient de l'autre côté. Ils se sont opposés à l'affaire et ils étaient du côté du gouvernement qui indiquait qu'il ne voulait pas que ces changements se produisent. Je peux vous dire que moi, j'ai pu faire avancer certaines choses dans ce dossier et pour la plupart du temps, les hommes se sont trouvés de l'autre côté. Alors, j'ai dû m'opposer à ces hommes qui s'opposaient à l'égalité tout en m'opposant en même temps au gouvernement. Alors, lorsque nous sommes allés de l'avant en 1985 et que la législation a changé, j'ai fait une demande de statut. Mon fils, ou plutôt mes enfants, n'ont pas été ajoutés au statut que j'ai reçu en raison de la règle dont on a parlé tantôt. Alors, je l'ai contesté. J'ai passé dans le système, je suis passée par le système, alors j'ai fait appel auprès du registraire, lui demandant de réexaminer cette cause et de donner le statut à mes enfants. Et cela a été refusé. Cela était en juillet. C'est finalement en juillet 1989 que j'ai fait appel auprès de la Cour du comté afin que cette décision soit examinée. Alors, de juillet 1989 à octobre 2006, ça a pris tout ce temps-là avant que la cause soit entendue par les tribunaux. L'objectif principal, la raison principale de cette prolongation, c'est parce que le ministère de la Justice indiquait qu'il n'était pas prêt. Nous avons pu enfin nous présenter devant les tribunaux et nous avons obtenu une décision positive. Mais l'impact de la législation m'a touchée, ainsi que des dizaines de milliers et même peut-être des centaines de milliers de femmes qui n'avaient pas pu avoir contact avec leur famille. Mary Tuac Surley s'est prononcée. Elle a crié à haute voix, disant qu'une partie de sa réserve, qui est située à l'extérieur de Montréal,
avait loué une parcelle de terrain à des gens non autochtones où on pouvait établir un cimetière pour leurs chiens. Alors ainsi, les personnes non autochtones pouvaient acheter une parcelle et enterrer leurs chiens sur la réserve. Et Mary a dit à haute voix que le chien d'un homme blanc peut être enterré sur une réserve, mais en raison de la loi sur les Indiens, moi, je ne peux pas être enterré dans les terres de ma propre réserve. Alors, la bataille a été longue, elle a été ardue. Nous avons parlé de Mary Touax Surley et de diverses femmes qui étaient à l'extérieur et qui ne pouvaient pas se rendre dans leur communauté. Une autre chose qui indiquait clairement les intentions, c'était que lorsque ces femmes faisaient un mariage et qu'elles étaient retirées de leur communauté, elles avaient très peu de contact avec leur famille. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé plusieurs causes en Colombie-Britannique où des hommes qui faisaient de la pêche traditionnelle avaient été accusés. On leur avait enlevé leurs poissons, leurs filets et on les avait accusés de fournir des poissons indiens à des gens qui n'y avaient pas droit. Et dans ces cas, il s'agissait d'un père indien qui faisait cette activité de pêche traditionnelle, qui offrait cette nourriture à sa fille qui avait épousé à l'extérieur de la réserve et avait perdu son statut. Alors, cela indique clairement la séparation et le fait de retirer les femmes de la communauté était entier. La femme n'était plus dans la communauté, elle n'avait aucun soutien et dans beaucoup de cas, les relations étaient interrompues. Alors, elle était à l'extérieur de la communauté, sans soutien, sans le soutien de la communauté et elle ne pouvait se tourner vers personne d'autre. Alors, lorsqu'on examine l'impact de la loi, ça ne semble pas en dire beaucoup, mais grâce à l'Alliance et à Sheila Day, beaucoup de travail a été fait sur la scène internationale. Nous avons eu de la réussite, des succès. Pam Palmeter nous a aussi accompagnés à divers endroits lorsqu'on va raconter aux Nations unies, à la Commission interaméricaine sur les droits de la personne ce qui se passe. Alors, on a eu des réactions très positives de la part de la communauté internationale. Les comités des Nations unies devant lesquels nous sommes comparus, ainsi que la Commission interaméricaine sur les droits de la personne, ont établi un lien entre la discrimination axée sur le sexe de la loi sur les Indiens comme étant la cause principale de la violence contre les femmes autochtones et les vulnérabilités existantes qui font en sorte que les femmes autochtones sont plus susceptibles de souffrir de violences. Cela a un lien direct avec la loi sur les Indiens. Et cela se rapporte à l'enjeu lié aux femmes et filles autochtones disparues et assassinées. On reconnaît le génocide qui s'est produit. Il y a un rapport du Sénat. Il y a aussi le rapport de Claudette Dumont-Smith. Tout cela établit un lien direct entre les femmes autochtones assassinées et disparues et la discrimination fondée sur le sexe dans la loi sur les Indiens. Les modifications proposées, eh bien, je sais que lorsque le projet de loi S3 avait été mis de l'avant, grâce au Sénat, on a pu interagir, on a pu intervenir et expliquer qu'il fallait retirer une grande partie de l'information et le Sénat nous a appuyés. En plus, le Sénat a contesté les choses devant la Chambre des communes. Parce que des modifications avaient été faites, elles sont retournées à la Chambre des communes. Le Sénat a apporté des modifications qui ont été retournées à la Chambre des communes, qui les a changées à nouveau
et qui a voulu les retourner au Sénat. Et le Sénat a répondu, non, si vous faites des changements nouveaux, nous allons les changer. Alors, le résultat, ça a pris un peu plus de temps qu'on le voulait, mais dans l'ensemble, on a pu sortir une partie de la discrimination. Mais les modifications qui sont maintenant proposées, ce que l'on cherchait, c'était l'élimination totale des dispositions en vertu desquelles les femmes autochtones ne pouvaient pas retourner sur les terres de la bande où elles étaient nées. Si elles mariaient quelqu'un qui provenait d'une autre bande, eh bien, ça se produit parce que les femmes ont fréquenté des pensionnats ou fréquentaient des membres d'autres bandes. Alors, les gens se sont rencontrés, les femmes ont marié quelqu'un qu'elles avaient rencontré dans un pensionnat et ceci faisait un transfert automatique à l'autre bande. Et lorsque la loi a été changée en 85, il n'y avait pas de mécanisme permettant aux femmes de retourner à leur bande initiale. J'ai entendu dire au cours des 15 à 20 dernières années que le même argument présenté par Mary Toulax Surley, selon lequel si elle mourait à l'extérieur de sa réserve, elle ne pourrait pas y être enterrée. Eh bien, ces femmes sont prises. Souvent, elles sont dans un environnement hostile parce que le mariage n'a pas duré et elles ne peuvent pas être enterrées dans leur propre réserve parce qu'elles ne sont plus membres de leur propre bande. Alors, les modifications proposées sont convenables, mais la ligne du statut 6.2 pose un dilemme parce que vous savez, j'ai des arrière-petits-enfants. J'en ai 2, presque 3. Ma petite fille va accoucher dans quelques semaines. Ces enfants ne peuvent pas obtenir le statut. Alors, mes enfants ont le statut, mais pas mes arrière-petits-enfants. Ensuite, quelque chose qui est vraiment stressant, c'est que ce sont nos droits de naissance. On dit que dans l'article 35, on a des droits en vertu des traités autochtones qui ont été confirmés et reconnus, mais nous avons des droits liés à la naissance et il y a de la loi qui interdit la discrimination à notre égard et nous sommes donc prises dans un cycle de consultation et au fil des ans, moi, j'ai vraiment dit que les droits que j'ai en tant qu'Autochtone et en tant qu'être humain, ça ne devrait pas faire l'objet de consultations auprès d'autres personnes pour savoir s'ils sont reconnus par ces personnes. Et nous sommes encore dans cette situation qui pose problème. On y était en 1985 dans le projet de loi C-31. On y était en 1989 jusqu'en 2006 lorsque la cause McIver était devant les tribunaux. Et maintenant, on y est de nouveau. Le gouvernement veut consulter les groupes autochtones et d'autres groupes pour savoir si ça serait acceptable de reconnaître notre statut autochtone et nos droits autochtones et nos droits de la personne. Dans la loi, c'est indiqué que ça ne se fait pas. S'il y a un droit, il faut le reconnaître et ces droits ne sont pas reconnus. Alors, la consultation, c'est un processus qui va durer longtemps et il y a beaucoup d'entre nous qui vont mourir avant que nos droits soient reconnus. Ceci pourrait interpeller nos enfants ou même nos petits-enfants, ça va durer si longtemps. Alors, il y a les déclarations des droits des Nations unies, les droits internationaux qui parlent de la discrimination à l'égard des femmes. Il y a aussi
la DNU-PDA et d'autres conventions qui reconnaissent que le Canada ne se conforme pas aux conventions. On a entendu ces choses, on les a vues. On a écrit des lettres au Canada et à d'autres pour leur demander d'arrêter de faire preuve de discrimination à notre égard et de faire des réparations. Et le Canada s'assoit et nous laisse mourir en espérant que la cause va disparaître. Mais je ne pense pas que c'est ce qui va arriver. Merci. Merci, Sharon. Maintenant, je vais me tourner vers Joyce, qui va nous donner des remarques en conclusion et on espère avoir le temps de passer à des questions. Joyce. Bonjour tout le monde. Je suis heureuse de vous voir, tous et toutes. Merci à l'Alliance de m'avoir invité de vous parler aujourd'hui. Je suis en présence de femmes incroyables sur la scène politique autochtone. Je suis ici où se rencontrent deux ruisseaux, Cranbrook, dans le territoire Kanaka. Mon territoire, c'est les plaines du tabac. Je suis aussi de descendance métis et canadienne. Et on m'a dit que le gouvernement avait lancé des armées contre les Métis et leur avait pris tous les territoires qui leur avaient appartenu. Alors, je ne peux pas oublier la nation des Métis. Je suis en train d'apprendre mon langage, ma langue, dans ma soixantaine. On ne m'a pas élevé dans ma langue parce que ma grand-mère et sa génération ont dû tourner le dos à leur identité autochtone, à leur communauté, à leur langue et à leur famille. Ma grand-mère l'a appris au pensionnat, ou elle l'a peut-être appris dans la communauté colonialiste, raciste, ou même dans sa famille. Moi, je propose qu'elles ont appris à se haïr. Le résultat, ça a été une dysfonction presque parfois fatale qui nous fait souffrir d'une perte de relations familiales, de culture, de communauté et d'estime de soi. Le colonialisme, c'est quelque chose qui tue. Beaucoup d'entre nous ne se sont pas épanouis dans ma famille. Je suis la seule survivante de mes frères et sœurs et je suis la plus aînée. Maintenant, j'ai de la difficulté à apprendre la langue et le cadre conceptuel de Tanaka. C'est quelque chose qui me fait du bien jusqu'à mon âme. Ma famille n'a pas perdu son statut en vertu du mariage. Nous n'avons jamais été inscrits. Pensez aux suppositions dans cette inscription. On me dit que mon arrière-grand-père a interdit l'inscription de ses 8 enfants parce qu'il avait peur qu'on les enlèverait et qu'on les amènerait au pensionnat. Je ne sais pas si c'est vrai et je n'ai aucune façon de vérifier les faits parce que tout le monde est mort. Cependant, il semblerait que 2 de ses enfants, mon arrière-tante et mon arrière-grand-mère, ont été amenés au pensionnat Saint-Eugène après sa mort. Au nom de toute ma famille et de ma grand-mère, je vous signale que nous sommes toujours ici. Nous sommes Tanaka et nous avons besoin de notre langue pour nos fins aussi. En dépit de la violence coloniale et de l'effacement des familles comme la mienne et de la communauté, je dois réfléchir personnellement pour jeter les bases de mes observations d'aujourd'hui. Il existe une distinction fondamentale entre les communautés de colons et celles des Autochtones, et cela tient à nos préoccupations par rapport au territoire, nos relations qui sont le cœur de nos cultures. Cela s'inscrit également dans notre expérience, dans notre cas de coercition, de vol de territoire et de déni de la part du gouvernement du Canada et de certaines bandes et certains groupes autochtones de nos identités. Ces enjeux sont à la base de toutes sortes de formes d'oppression. Les cadeaux du colonialisme qui s'invitent dans nos vies, ils sont systémiques en plus de culturels et personnels. Les régimes de séparation entre les sexes et les régimes racistes font partie des concepts institutionnels.
Les cadeaux découlant de la loi sur les Indiens nous poussent à vous rappeler que la loi devait toujours éliminer les peuples autochtones et la loi est fondamentalement raciste et d'intérêt génocidal. Le concept même de la loi sur les Indiens endommage l'Autochtone et le prive de l'accès à la reconnaissance juridique du gouvernement du Canada. Cela fait partie de ce que Sheila Day appelle un génocide très lent durant plusieurs décennies. C'est ce que nous montre également la Commission sur les femmes et les filles disparues, un outil d'assimilation forcée. Sachez que les droits des Autochtones font partie de l'éventail des droits de la personne qui sont garantis aux peuples autochtones et qui sont protégés en vertu du droit international, dans, entre autres, plusieurs dispositions de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et sont adoptées du moins en partie par le Canada. C'est ce qui nous permet d'être autochtones. Il existe une forme d'hypersexualisation, de misogynie que les États colons et leurs institutions projettent sur les femmes et les filles autochtones, qui continuent de circonscrire et parfois d'éliminer la vie des femmes et des filles autochtones. Le Canada s'est construit comme dominium, inspiré par la Genèse biblique, et depuis se voit en droit de déplacer les peuples autochtones. Une des impositions les plus précoces a été la formule britannique du cadre patriarcal établissant les caractéristiques des hommes et des femmes bons, ce qu'on appelle le secret de Victoria pour la reine de l'époque. Les femmes autochtones avaient l'habitude d'avoir beaucoup plus d'autonomie et de respect que les femmes issues de ces pays colonisateurs et ont été privées de leurs droits les plus fondamentaux au profit des hommes. C'est ce qui a déterminé le statut de la femme et des enfants, tout comme dans la Genèse. Et c'est ce qui déterminait l'appartenance qui s'ouvrait aux femmes autochtones. La loi sur les Indiennes prescrivait le transfert de l'identité, quelles que soient les volontés de la femme ou de sa communauté. Les femmes sans statut se sont retrouvées dépourvues de logement et d'héritage dans leur communauté et n'ont pas eu accès aux menus programmes qui s'offraient aux femmes et aux autres autochtones inscrits. Leurs enfants n'étaient pas non plus inscrits, n'ayant donc plus de nationalité. Ils étaient, à toute fin pratique, apatrides et dans ce carcan d'une société raciste où ils souffraient du racisme, quel que soit leur statut. Et depuis, bien des femmes autochtones se sont objectées et ont fait pression jusqu'aux Nations unies. Merci Sharon McIver et Sandra Lovelace et vos équipes de juristes. Elles se sont battues pour être reconnues telles qu'elles sont, à la lumière de leurs histoires et de leur communauté, avec une capacité égale de remettre et de léguer leur statut à leurs enfants. Le racisme et le sexisme qui se trouvent dans la culture canadienne ont fait de la société canadienne un endroit toxique pour les femmes autochtones, comme cela se manifeste dans les témoignages et le décompte des corps dont il est question dans l'enquête sur les femmes et les filles disparues. Dans son étude comparative innovante, une auteure reconnue estime que la discrimination est plus systémique envers les femmes autochtones que les femmes islamistes. Le Canada s'accroche à la loi indienne depuis 1876. Dans les décisions qui ont limité la Charte des droits des libertés, la Cour suprême du Canada a déterminé que dans l'affaire Laval et Bédard, il n'y avait pas de discrimination au titre de la loi sur les Indiens, car toutes les femmes indiennes étaient l'objet de la même discrimination au titre de la loi. Et cela, au Canada, signifie égalité devant la loi.
la Charte des droits et libertés de 1982, en dépit de ses revendications de lutte contre la discrimination et en dépit des révisions subséquentes qui sont censées éliminer les discriminations, ne nous ont pas protégés de l'inaptitude du gouvernement lorsqu'il est question de nous garantir les mêmes droits, de nous donner ce statut et de le léguer à nos enfants. En dépit d'avoir été trouvé coupable de ne pas respecter ces obligations au titre de la Déclaration des Nations unies en 2022, il a été dit que des dizaines de milliers de femmes autochtones, en vertu de l'élimination du Comité sur l'élimination de la discrimination contre les femmes, la loi n'a jamais été révisée efficacement. D'ailleurs, les effets qui découlent de ces intentions initiales sont toujours perpétués en raison d'une interprétation paternaliste qui pénalise les enfants dont le père n'est pas documenté ou n'est pas connu. Ceci en dépit du fait que le colonialisme a caché bien des histoires et d'autres facteurs sexuels qui privent l'enfant de certaines ressources en raison de la non-identification d'un parent. Une trilogie de cas cherchant l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe dans la loi sur les Indiens ont été accueillis avec des modifications très limitées dans la loi plutôt que de s'attaquer à la base problématique d'entrée. Alors, même lorsque le Canada modifie la loi, il ne tient pas compte du contexte et à ce jour, il n'a jamais éliminé le langage sexiste dans sa loi et raciste. Le gouvernement du Canada, de nouveau, envisage la modification de la loi pour éliminer les dispositions discriminatoires et le régime des statuts si dénoncés. Le Canada a produit beaucoup de modifications depuis 1985, dont aucune n'élimine la discrimination dans la loi. Toutes les discriminations sont poursuivies dans une forme ou une autre en privant des générations d'Autochtones de ces garanties juridiques. Pourquoi ces processus de modification sont-ils si inefficaces? On serait en droit de penser que c'est instrumental. Le régime des statuts réduit le nombre des Indiens dont l'État est responsable, tout en simultanément contribuant à l'assimilation forcée qui réduit la responsabilité issue de l'occupation coloniale en effaçant ceux envers qui on a une responsabilité. Le Canada prétend toujours vouloir éliminer ces discriminations, mais songez à l'affaire des droits de la personne au Canada, où le Canada est soi-disant prêt à payer pour la discrimination contre les enfants qui ont été envoyés au pensionnat. Si le Canada est sincère dans sa volonté d'éliminer la discrimination fondée sur les sexes dans la loi sur les Indiens, il expurgera cette discrimination de la loi. Il ne s'en remettra pas des analyses produites par le ministère de la Justice qui visent à limiter le nombre de personnes autochtones qui peuvent être reconnues comme des Indiens inscrits. Le Canada acceptera plutôt que de craindre l'augmentation de ces nombres et car il s'agira d'une résurrection pour nos communautés, de leur vitalité devant ce colonialisme oppressant et à titre de ressources humaines très importantes pour la continuité de cette nation. Le Canada reconnaîtra ses obligations en conséquence de son génocide historique à l'endroit des peuples autochtones. Le Canada devrait également donner suffisamment de territoires, qui sont après tous les nôtres, aux Autochtones et suffisamment de ressources aux bandes d'Autochtones pour qu'ils puissent prendre en charge leurs membres. Et le Canada devrait également soutenir les initiatives émergentes pour la formulation de nations sur nos territoires historiques pour remplacer
les structures de bande limitantes créées pour nous circonscrire jusqu'à notre élimination totale. Le Canada devrait célébrer le retour du statut. C'est un soutien pour la revitalisation des langues et des cultures autochtones et les connaissances anciennes qui nous ont si bien servi pendant des millénaires. Le Canada devrait accepter cette capacité de prendre les meilleurs conseils des personnes les mieux informées concernant les révisions sur la loi sur les Indiens, c'est-à-dire les femmes autochtones et leurs défenseurs, dont les personnes réunies aujourd'hui, et envisager d'expurger la loi une fois pour toutes de ces aspects discriminatoires. C'est une des étapes qui est pourtant toujours absente et qui est une voie vers la réconciliation. Nous ne voulons pas reprendre ces conversations. Il est temps d'agir. Merci, Joyce. Alors, vous avez fait le tour de la question. Et d'ailleurs, une de nos participantes a indiqué dans la boîte de clavardage que cette séance est brute et informative. Et j'espère que c'est le cas de tout le monde. C'est de l'information qui est difficile à entendre, à accepter. Il y a beaucoup de préjudices, de torts et de douleurs dans ces récits que nous racontons aujourd'hui. Or, il est très important pour nous de reconnaître que les femmes qui se battent depuis tant d'années, si vaillamment, pour mettre un terme à cette discrimination, de l'expliquer, de la contester, eh bien, ce sont ces femmes qui veulent passer à l'action. Alors, c'est ce à quoi nous allons nous attacher. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Et que peuvent faire les personnes qui nous écoutent, elles aussi? Nous avons reçu quelques questions, dont une est la suivante. Existe-t-il des possibilités pour les femmes autochtones de se rencontrer, de discuter ensemble de l'opposition des hommes autochtones à l'égalité des femmes autochtones? L'opposition prend toutes sortes de formes et existe dans beaucoup de cadres institutionnels, souvent garantis par des non-autochtones qui ne voient pas la disparité entre les sexes ou refusent de reconnaître leur prédilection pour les hommes. Dans le passé, on pouvait se rencontrer, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui et c'était en raison des efforts du ministère de la Condition féminine. Nos panélistes souhaitent-elles répondre? Pam, à vous? Je n'ai pas travaillé avec la condition féminine, alors je n'ai pas vraiment d'expérience, mais si vous avez travaillé avec la condition féminine, est-ce que vous auriez des commentaires? Je n'ai jamais travaillé avec cet organisme et ce ministère. Je ne pense pas que ça se rapporte à la condition féminine, mais c'est plutôt où y a-t-il des possibilités pour les femmes de parler de cette sorte de division? Eh bien, je pense qu'on parle de conversations qui auront lieu dans les communautés de façon informelle. Lorsqu'il s'agit de la condition féminine, elle avait des employés et un budget qui était robuste auparavant, mais ce n'est plus le cas. Alors, elle n'a plus la capacité d'agir comme auparavant. Lorsque j'ai animé le premier symposium sur le féminisme en 2002, Condition féminine était là et m'a appuyé. Mais après cela, ces fonds ont été éliminés par le gouvernement fédéral qui voulait équilibrer ses livres sur le dos des femmes. Merci, Joyce. J'aimerais aussi demander à nos panélistes s'il y a certaines choses que vous voyez comme étant des mesures pour les femmes qui appuient les femmes autochtones qui peuvent être prises maintenant dans nos circonstances actuelles. Pam,
bien, il y a toujours des choses qui peuvent être faites sur n'importe lequel de ces enjeux, qu'il s'agisse de droits de la personne ou de mettre fin au génocide. La chose la plus importante à faire, c'est de s'éloigner de la sensibilisation. Pendant des décennies, les enjeux autochtones donnaient lieu à des solutions reposant sur la sensibilisation du public. C'est sûr que c'est important, mais c'était afin de sensibiliser le public aux enjeux, mais cela ne fait rien. Il faut avoir de l'éducation qui mène à l'action. Maintenant que vous savez qu'il y a eu génocide et assimilation et qu'il y a exclusion des femmes et enfants autochtones, ce que vous pouvez faire va dépendre de votre position. Si vous avez des capacités financières, vous pouvez faire des dons, par exemple, aux organismes locaux de droits des femmes autochtones ou aux, euh, aux affaires de litige. Si vous avez des compétences en recherche, si vous êtes professeur, vous pouvez demander aux étudiants et aux étudiants en droit de faire de la recherche et de rechercher des arguments et des citations. Il y a tellement de choses à faire, de travail à faire dans les coulisses. Il ne suffit pas d'en parler, tout simplement. Vous pouvez envoyer des lettres, des courriels aux députés provinciaux, aux sénateurs, aux ministres, parce que souvent, ils nous disent, eh bien, il n'y a personne qui se plaint. Ça semble être vous et votre petit groupe seulement. Et on l'entend tout le temps. Mais c'est parce qu'il y a des conséquences. Alors, si il me semble que les personnes qui ne sont pas autochtones ont un devoir d'agir. Imaginez-vous si on vous disait que vos enfants ne pouvaient plus faire partie de votre famille. Ça veut dire quoi? Eh bien, peut-être qu'il faut les envoyer ailleurs. Il y a tellement de choses que les gens peuvent faire. Il y a des choses gratuites aussi, par exemple. Les médias sociaux. Les médias sociaux sont puissants. C'est la façon dont on établit des liens avec les autres. On n'a pas besoin d'être physiquement en personne pour avoir des conversations informelles. On peut prendre un thé, avoir une conversation sur Zoom. Et cela fait en sorte que les gens peuvent se réunir plus facilement et de partager l'information plus facilement aussi. Ce webinaire, par exemple, les gens peuvent le partager, l'utiliser en salle de classe. Il peut devenir l'un des enjeux de défense des droits. Même les syndicats peuvent le faire. Ils peuvent aider à faire le plaidoyer et faire le travail. Il y a tellement de choses que les gens peuvent faire. Même le fait de soutenir les appels à l'action des femmes autochtones lorsqu'elles les lancent. Par exemple, maintenant, on a besoin de l'argent pour comparaître devant les tribunaux. Alors voilà votre appel à l'action. Une autre fois, ce pourrait être autre chose. Mais il faut vraiment réagir aux demandes d'action de la part des femmes autochtones. Quand vous voyez quelque chose sur les médias sociaux, abonnez-vous, faites un like, aimez ce qui est dit. Faites-le de façon positive. De cette façon, l'information est diffusée à plus grande échelle. C'est ce qui arrive à contrer la haine, parce que c'est les algorithmes qui sont utilisés par les personnes qui projettent de la haine. Si on fait du travail de plaidoyer, cela va se diffuser. Enfin, si vous êtes en mesure d'influencer votre sphère de personnes, faites-le si vous pouvez le faire de façon sécuritaire. Il faut continuer à parler du génocide jusqu'à ce qu'on y mette fin. Merci, Pam. Alors, je vais passer à une autre question. L'une des participantes demande pourquoi est-ce que le gouvernement canadien est si réticent de reconnaître qu'il y a de la discrimination résiduelle et explicite dans la loi sur les Indiens? Pensez-vous qu'on devrait finir par abolir la loi sur les Indiens? Comment pouvons-nous transitionner hors de ce modèle discriminatoire et colonialiste? Quelqu'un veut se lancer? Mary. Je vais commencer par répondre à la première partie de la question, la réticence du gouvernement canadien. J'ai souvent eu affaire avec le gouvernement canadien et le ministère de la Justice adopte une approche qui dit, qui refuse d'admettre que nous avons des droits avant que ce soit déclaré par les tribunaux. Alors, d'abord,
c'est un signe que le ministère ne veut pas se prononcer, qu'il n'est pas courageux et qu'il ne veut pas dire, eh bien, nous avons examiné la cause et on pense qu'il y a un droit ici. Il attend plutôt que l'on passe 20 ans et qu'on fasse face à beaucoup d'aggravations et qu'on dépense beaucoup d'argent et qu'il y ait une décision de la part des tribunaux. Alors vraiment, c'est un manque de courage. Ensuite, il y a les intérêts que l'on voit clairement des institutions. Ils appuient ces mensonges, ils appuient ces actions parce que le développement des ressources, ça permet d'enrichir le Canada. C'est une source d'emploi qui rend les gens politiquement heureux et ainsi de suite. Alors, le gouvernement ne croit pas que le fait de donner des droits entiers aux femmes autochtones et aux peuples autochtones aura des effets comparables. Le gouvernement veut s'assurer que l'argent continue de rentrer. Alors, il temporise tout le temps lorsqu'il s'agit de reconnaître les pleins droits. Merci, Mary. Quelqu'un d'autre veut ajouter un commentaire? Joyce, vous avez quelque chose à dire? Oui, je pense qu'il faut se rappeler que les tribunaux imposent les lois de la personne qui est en pouvoir. Alors, le fait de se rendre devant les tribunaux, on trouve souvent que les tribunaux décident que le cadre pour les droits, etc., des personnes autochtones ne reconnaissent pas la loi du common law. Et c'est la raison pour laquelle les gouvernements aiment bien qu'on se présente devant les tribunaux, parce que vraiment, ce n'est pas assuré. Et même lorsque l'on gagne, on perd. Ou même lorsque l'on gagne, on trouve que rien n'est mis en œuvre sur le plan politique. Merci. Il y a quelques autres questions très intéressantes. En voici une. Comment le Canada peut-il dire qu'il est dans les affaires des Autochtones? Si une entreprise faisait les choses de cette façon, elle ne serait pas viable. Si ça prenait des années à traiter une demande ou une carte de santé ou un permis de conduire, ça n'irait pas. Joyce. Le retard, c'est la façon de faire les choses, c'est le point. Rappelez-vous, c'est conçu pour éliminer les Indiens. Et c'était conçu pour éliminer les Indiens. Et alors, ça fait ce que c'est censé faire. Alors, si vous n'arrivez pas à présenter votre demande jusqu'après votre décès, eh bien, c'est une personne de moins avec laquelle il faut traiter. Pam, un ajout? Eh bien, je suis d'accord avec tout ce que les gens sont en train de dire, parce que le retard, c'est ça l'idée, pour plusieurs raisons. Premièrement, les gens vont arrêter d'essayer de faire une demande. Ils seront dissuadés, comme lorsque le ministère des Affaires indiennes avait tendance à dire non pour toutes les demandes de subventions pour les soins dentaires et autres des nations autochtones. C'est ce qu'ils font, ils disent non. Et même lorsqu'on passe en appel, ils refusent les demandes. Alors, on nous dit de s'en aller parce que lorsqu'il y a un retard, on ne reçoit pas de soutien pendant ce temps, ni davantage. Et lorsqu'enfin on se fait reconnaître 3 ans plus tard, eh bien, on nous dit qu'on ne sera pas rémunéré pour toute cette discrimination parce qu'il y a cette disposition dans la loi modifiée qui dit qu'on ne recevra rien. Alors, le gouvernement le fait intentionnellement, délibérément. Il profite du génocide et rappelez-vous le but ultime. S'il n'y a pas d'Indiens, il n'y a pas de bande. S'il n'y a pas de bande, eh bien, le reste des territoires va lui appartenir. Et déjà, on n'a pas beaucoup de territoires, mais le gouvernement va recevoir le reste du territoire et on n'aura pas de voix politique. C'est son intention. C'est son intention globale. Si on compare la loi sur les Indiens aux propos des politiciens qui s'inquiètent du bien-être des Autochtones, on voit que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas censé être logique. On voit qu'on essaie de se débarrasser du problème
indien et c'est cela qui est logique lorsqu'on lui donne cette interprétation. Merci, Pam. Voici une autre question très intéressante, à mon avis, de la part d'une participante. Elle pense au rôle des bandes indiennes qui ont leur propre code de membriété. Elle demande si cela peut faire une différence dans le projet d'assimilation. Est-ce que cela peut faire une différence dans le projet d'assimilation? Joyce? Eh bien, je dirais que non. C'est sûr qu'on peut avoir ses propres codes d'adhésion, mais il faut se conformer à certains critères établis par le ministère des Affaires indiennes ou quel que soit son nom. Par exemple, cela signifie que le Tobacco Plains insiste qu'avant de devenir un membre, il faut avoir une carte de statut. Mais alors, on y est. Comment est-ce qu'on obtient son statut? Et on revient à la loi sur les Indiens. De cette façon, la bande a son propre code qui perpétue les dispositions de la loi sur les Indiens. Certaines bandes ont réanimé la section 12.1b qui était là avant 1985 dans la loi sur les Indiens et qui essaie de dire qu'il s'agit d'une tradition autochtone et qui protège cette discrimination contre des contestations juridiques et politiques. Alors, moi, je n'ai pas confiance dans la capacité des bandes en raison de confinement politique et juridique et législatif de faire quelque chose de créatif avec l'adhésion. Pam, eh bien, moi, je suis de l'autre côté. Je pense que ça peut être une solution et en fait, ça a été une solution dans plusieurs Premières Nations et plusieurs tribus aux États-Unis. Je travaille avec des bandes qui ont pris le contrôle de leur propre membriété. C'est quelque chose d'inclusif, c'est une règle d'un parent, il n'y a rien qui est discriminatoire qui est inclus. Et il y a d'autres groupes, d'autres bandes qui se déplacent dans ce sens, qui s'éloignent de la règle de 2 parents pour passer à la règle d'un parent, parce que ces bandes comprennent les implications démographiques de faire ce que le ministère des Affaires indiennes demande. Certaines bandes ont plus de pouvoir et ont plus de connaissances et connaissent mieux ce que le Canada demande. Alors, le Canada va refuser un financement à l'éducation des Premières Nations ou seulement à l'éducation des Indiens inscrits. Mais il y a certaines façons de négocier cela dans votre entente de contribution. Les bandes ont très peu de contrôle sur l'argent qu'elles reçoivent et à qui elle est octroyée, mais c'est la responsabilité du Canada. Alors, à mon avis, lorsqu'on aura terminé ces causes de racisme, ces cas de racisme et de discrimination dans les dispositions de la loi, je pense que les choses vont reposer sur les épaules des bandes. Pour l'instant, je travaille avec les bandes Micmac pour être plus inclusif, Les bandes travaillent aussi sur la citoyenneté afin de faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination. Alors, il y a beaucoup d'espoir pour l'avenir. Il y a beaucoup de bandes dans ce pays qui sont toutes très différentes, alors je ne voudrais pas dire que toutes les bandes sont bonnes ou sont exclusives. Il y en a certainement, mais il y en a beaucoup qui se déplacent vers la règle de un seul parent. Merci. Bon, je suis désolée, mais le temps s'est écoulé. Je peux voir que cette conversation pourrait se poursuivre encore plus longtemps. On a d'excellentes questions. Les participantes et participants veulent remercier les conférencières. Il y a beaucoup de commentaires que vous n'avez peut-être pas vus, qui vous remercient beaucoup de cette présentation puissante. On vous remercie. Ça a été très intéressant. L'une des participantes indique que c'était réel, authentique, informatif. J'encouragerais tout le monde, avant de nous quitter, de rester en contact avec l'Alliance. Nous allons fournir des documents sur notre site Web en lien avec cet enjeu et aux modifications et avec les modifications qui sont proposées. Alors, merci de vous être joints à nous aujourd'hui et merci à nos conférencières incroyables aujourd'hui.